Livraphone, avec l'aimable autorisation de Monsieur Maurice Druon, présente La loi des mâles, 4e épisode des Rois maudits. Prologue. En l'espace de 3 siècles et quart, de l'élection de Hugues Capet à la mort de Philippe le Bel, 11 rois seulement avaient gouverné la France, tous laissant un fils pour leur succéder au trône. Prodigieuse dynastie que celle des Capétiens. Le destin jusque-là semblait l'avoir marqué pour la durée. Sur les 11 règnes, on n'en comptait que 2 qui eussent couvert moins de 15 ans. Cette extraordinaire continuité du pouvoir avait grandement contribué, et quelle qu'ait été la médiocrité de certains rois, à la formation de l'unité nationale. Au lien féodal, lien purement personnel de vassal à suzerain, de plus faible à plus fort, se substituait progressivement cet autre lien, cet autre contrat qui unit les membres d'une vaste communauté humaine longtemps soumise aux mêmes vicissitudes et sous une même loi. Si l'idée de nation n'était pas encore évidente, son principe, sa représentation existait déjà dans la personne royale, source permanente d'autorité. Qui pensait le roi, pensait aussi la France. Reprenant les objectifs et les méthodes de Louis VI et de Philippe Auguste, ses plus remarquables devanciers, Philippe le Bel, pendant près de 30 ans, s'était appliqué à charpenter, à maçonner cette unité naissante, mais le ciment était encore frais. Or, à peine le roi de fer disparu, son fils Louis X le suivait au tombeau. Le peuple ne pouvait manquer, dans ces 2 décès survenus coup sur coup, de voir le signe de la fatalité. Le 12e roi avait régné 18 mois, 6 jours et 10 heures, juste le temps suffisant à ce piètre monarque pour compromettre en grande partie l'œuvre de son père. Durant son passage au trône, Louis X s'était surtout signalé en faisant assassiner sa première femme, Marguerite de Bourgogne, en envoyant à la pendaison le principal ministre de Philippe le Bel, Enguerrand de Marigny, et en réussissant à enliser une armée entière dans la boue des Flandres. Tandis qu'une famine décimait le peuple, 2 provinces s'étaient révoltées sous l'inspiration des barons. La haute noblesse reprenait le pas sur le pouvoir royal. La réaction était toute puissante et le trésor à sec. Louis X avait reçu la couronne alors que le monde était sans pape. Il partait avant qu'on soit parvenu à s'accorder sur le choix d'un pontife. Et maintenant, la France était sans roi. Car de son premier mariage, Louis ne laissait qu'une fille de 5 ans, Jeanne de Navarre, fortement soupçonnée de bâtardise. Quant aux fruits de son second mariage, il ne constituait pour l'heure qu'une fragile espérance. La reine Clémence était enceinte, mais n'accoucherait que dans 5 mois. Enfin, l'on disait ouvertement que le hutin avait été empoisonné. Que serait, dans de telles conditions, le 13e règne? Rien n'était prévu pour l'organisation de la régence. À Paris, le comte de Valois cherchait à se faire reconnaître régent. À Dijon, le duc de Bourgogne, frère de la reine étranglée et chef d'une puissante ligue baroniale, n'allait pas manquer de se poser en défenseur des droits de sa nièce, Jeanne de Navarre. À Lyon, le comte de Poitiers, premier frère du Hutin, se trouvait aux prises avec les intrigues des cardinaux et s'efforçait en vain d'obtenir une décision du conclave. Les Flamands n'attendaient que l'occasion de reprendre les armes, et les seigneurs d'Artois continuaient leur guerre civile. En fallait-il autant pour rappeler à la mémoire populaire l'anathème lancé par le grand maître des Templiers 2 ans auparavant, du haut de son bûcher. Dans une époque prompte aux croyances, le peuple de France pouvait aisément se demander en cette première semaine de juin 1316 si la race capétienne n'était pas désormais maudite. Première partie, Philippe Porteclose. La Reine Blanche. Les reines portaient le deuil en blanc. Blanche, la guimpe de toile fine qui enserrait le cou, emprisonnait le menton jusqu'à la lèvre, et ne laissait apparaître que le centre du visage.
blanc le voile qui couvrait le front et les sourcils. Blanche la robe fermée aux poignets et tombant jusqu'aux pieds. C'était la tenue presque monacale que venait de revêtir à 23 ans, et sans doute pour le reste de sa vie, Clémence de Hongrie, veuve de Louis X. Nul désormais ne verrait plus ses admirables cheveux d'or, ni l'ovale parfait de ses joues, ni cet éclat, cette splendeur tranquille qui avait rendu célèbre sa beauté. La reine Clémence avait déjà pris l'aspect de son tombeau. Pourtant, sous les plis de sa robe, une nouvelle vie était en train de se former. Et Clémence était obsédée par la pensée que son époux ne connaîtrait jamais l'enfant qu'elle attendait. Si Louis seulement avait assez vécu pour le voir naître, 5 mois seulement, 5 mois de plus, comme il en aurait eu de joie, surtout si c'est un fils, ou bien que n'ai-je été prégnante dès le soir de nos noces. Elle tourna la tête avec lassitude vers le comte de Valois qui, d'un pas de coq gras, marchait à travers la pièce. « Mais pourquoi, mon oncle, pourquoi l'aurait-on méchamment empoisonné » demanda-t-elle. « Ne faisait-il pas tout le bien qu'il pouvait ? Pourquoi cherchez-vous toujours la perfidie des hommes, là où ne se montre sans doute que la volonté de Dieu ? Vous êtes bien la seule à rendre à Dieu, en l'occasion, ce qui semble plutôt appartenir aux artifices du diable, répondit Charles de Valois. Un chaperon à grande crête rabattu vers l'épaule, le nez fort, la joue large et colorée, ils se sont à ce sujet répandus en vilainie. Clémence le regarda droit dans les yeux. Charles de Valois se troubla et rougit un peu. Il comprit que Clémence savait. Mais Clémence ne dit rien. Elle éviterait toujours d'aborder ce sujet. Elle se sentait chargée d'une culpabilité involontaire, car cet époux dont elle vantait l'âme vertueuse avait tout de même, avec la complicité de Valois et d'Artois, fait étouffer sa première femme, afin de pouvoir l'épouser, elle, la nièce du roi de Naples. Et puis, il y a la comtesse Mao, votre voisine, qui n'est pas femme à reculer devant un crime, fût-ce le pire, se hâta d'enchaîner Valois. En quoi est-elle différente de vous ? Pensa Clémence, sans oser lui répondre. Il ne semble pas que dans cette cour on hésite beaucoup à tuer. Or, Louis, voici moins d'un mois, venait de lui confisquer le comté d'Artois pour l'obliger à se soumettre. Un instant, Clémence se demanda si Valois, à désigner tant de coupables possibles, ne cherchait pas à brouiller les pistes, et s'il n'était pas lui-même l'auteur du meurtre. Cette pensée, qui ne pouvait s'appuyer d'ailleurs sur rien de sensé, lui fit horreur. Non, elle s'interdisait de soupçonner personne. Elle voulait que Louis fût décédé de mort naturelle. Pourtant, le regard de Clémence inconsciemment se porta par la fenêtre ouverte sur les frondaisons de la forêt de Vincennes, vers le sud, dans la direction du château de Conflans, résidence de la comtesse Mao. Quelques jours avant la mort de Louis, Mao, en compagnie de sa fille, Jeanne de Poitiers, était venue faire visite à Clémence. Une fort aimable visite. On avait admiré les tapisseries de la chambre. Rien n'est plus avilissant que d'imaginer un félon dans son entourage, pensait Clémence, et de commencer à chercher la trahison sur chaque visage. « C'est pourquoi, ma chère nièce, reprit Valois, il vous faut rentrer à Paris, ainsi que je vous le demande. Vous savez combien je vous aime. Votre père était mon beau-frère. Entendez-moi comme vous l'entendriez, si Dieu nous l'avait conservé. La main qui a frappé Louis peut poursuivre sa vengeance sur vous et sur votre fruit. Je ne saurais vous laisser ainsi au milieu de la forêt livré aux entreprises des méchants, et je n'aurais de paix que vous ne soyez établi au plus près de moi. » Depuis 1 heure, Valois s'efforçait d'obtenir de Clémence qu'elle regagnât le palais de la Cité, parce qu'il avait décidé de s'y transporter lui-même. Ceci formait pièce du plan qu'il avait conçu pour s'imposer dans la fonction de régent. Qui commandait en maître au palais prenait figure royale. Mais, à s'y installer seul, Valois courait le risque que ses adversaires l'accusassent de coup de force ou d'usurpation. Si, au contraire, il entrait dans la cité derrière sa nièce Clémence, comme son plus proche parent et protecteur, personne ne pourrait validement s'y opposer, et le conseil des pairs se trouverait devant le fait accompli. Le ventre de la reine était, dans le moment présent, le meilleur gage de prestige et le plus efficace outil de gouvernement. Clémence leva les yeux, comme pour demander assistance, vers un 3e personnage, un homme bedonnant, grisonnant, qui se tenait debout auprès d'elle et, immobile, les mains croisées sur la garde d'une haute épée, suivait silencieusement l'entretien. « Bouville, que dois-je faire » murmura-t-elle. L'ancien grand chambellan de Philippe le Bel,
nommé curateur au ventre aussitôt après la mort du hutin, avait pris sa nouvelle mission plus qu'au sérieux, au tragique. Ce brave seigneur, serviteur exemplaire de la maison royale, avait constitué une garde de 24 gentilshommes soigneusement choisis, qui se relayaient par groupes de 6 à la porte de la reine. Lui-même s'était habillé en guerre, et il suait à grosses gouttes par la chaleur de juin sous sa cotte de maille. Les murs, les cours, les abords de Vincennes étaient truffés d'archers. Chaque valet de cuisine devait être en permanence escorté d'un sergent. Même les dames de parage étaient fouillées avant de pénétrer dans les appartements. Jamais vie humaine n'avait été plus étroitement protégée que celle qui sommeillait dans le sein de la reine de France. Bouville partageait sa charge avec le vieux sire de Joinville. Mais le sénéchal héréditaire de Champagne, le compagnon de Saint-Louis, avait maintenant 92 ans, ce qui faisait de lui probablement le doyen de la haute noblesse française. Il était à demi aveugle et aspirait surtout à regagner comme chaque été son château de Oissy, sur la Marne, où il vivait somptueusement du revenu des dotations à lui accordées par 3 rois. En vérité, il somnolait la plus grande partie du temps et toutes les tâches incombaient à Bouville. Celui-ci, aux yeux de Clémence, représentait les souvenirs heureux. Ambassadeur d'abord, venu pour demander sa main, puis pour la conduire de Naples jusqu'en France, il était son confident, et sans doute le seul ami véritable qu'elle comptât à la cour. Bouville comprit bien que Clémence ne voulait pas bouger de Vincennes. « Monseigneur, dit-il à Valois, je puis mieux assurer la garde de la reine dans ce manoir étroitement clos de murailles que dans le grand palais de la cité ouvert à tout venant. Et si c'est le voisinage de la comtesse Mao que vous redoutez, je puis vous apprendre, car on me tient informé de tous les mouvements d'alentour, que madame Mao fait en ce moment charger ses chariots pour Paris. » Valois ne le laissait pas d'être assez agacé de l'autorité prise par Bouville depuis qu'il était curateur, et de son insistance à demeurer là, planté sur son épée à côté de la reine. « Messire Hugues, dit-il avec hauteur, vous avez charge de veiller au ventre, et non de décider de la résidence de la famille royale, ni de défendre à vous seul tout le royaume. » Sans se troubler, Bouville répondit. « Dois-je aussi vous faire observer, monseigneur, que la reine ne peut se montrer avant 40 jours écoulés depuis son deuil? » « Je vous remercie, mais je connais aussi bien que vous les usages, Bouville. Qui vous dit que la reine devra se montrer? Nous la ferons cheminer à char fermé. Enfin, ma nièce, s'écria Valois. Ne croirait-on pas que je veux vous envoyer au-delà des mers et que Vincennes est à 1000 lieues de Paris? » « Comprenez-moi, mon oncle, répondit faiblement Clémence. Ce séjour de Vincennes est le dernier don que j'ai reçu de Louis. Il m'a fait présent de cette maison quelques heures avant qu'il meure. Là, il me semble qu'il n'en est pas encore vraiment parti. Comprenez, c'est ici que nous avons eu. » Mais monseigneur de Valois ne pouvait rien entendre aux exigences du cœur ni aux imaginations de la douleur. « Votre époux, pour lequel nous prions, ma chère nièce, appartient désormais au passé du royaume. Mais vous vous en détenez l'avenir. En exposant votre vie, vous exposez celle de votre enfant. Louis, qui vous voit de là-haut, ne vous le pardonnerait pas. » Il avait touché juste, et Clémence, sans rien dire, s'affaissa un peu sur son siège. Mais Bouville déclara que rien ne se pouvait décider sans l'accord de messire de Joinville, qu'il envoya chercher sur le champ. On attendit plusieurs minutes. Puis la porte s'ouvrit et l'on attendit encore. Enfin, vêtu d'une longue robe de soie, comme on en portait au temps de la croisade, tremblant sur ses membres, la peau tachée et pareille à une écorce d'arbre, la paupière larmoyante, la prunelle pâlie, le dernier compagnon de Saint-Louis apparut, traînant les semelles, et soutenu par un écuyer presque aussi chenu que lui. On l'assit avec tous les égards qu'on lui devait, et Valois entreprit de lui expliquer ses intentions concernant la reine. Le vieillard écoutait, hochant la tête avec componction, et visiblement satisfait d'avoir encore un rôle à jouer. Quand Valois eut achevé, le sénéchal s'abîma dans une méditation que chacun se garda de troubler. On attendait l'oracle qui allait tomber de sa bouche. Et soudain Joinville demanda « Mais, donc, où est le roi ?» Valois prit une expression désolée. Tant de peine dépensée en vain, alors que le temps pressait. Le sénéchal saisissait-il encore ce qu'on lui disait? « Voyons, le roi est mort, messire, et nous l'avons descendu en terre ce matin. Vous savez bien que vous avez été nommé curateur. » Le sénéchal plissa le front et parut faire un grand effort de réflexion. Il perdait de plus en plus le souvenir de l'immédiat. Depuis longtemps déjà, il était sujet à cette sorte de défaillance. Ainsi,
il ne s'était pas aperçu en dictant à 80 ans passés ses fameux mémoires qu'il répétait presque textuellement vers la fin de la seconde partie ce qu'il avait conté dans la première. « Ah, notre jeune sire Louis, dit-il enfin, il est mort. C'est à lui que j'avais présenté mon grand livre. Savez-vous que voici le 4e roi que je vois trépasser ?» Il annonçait cela comme s'il se fût agi d'un exploit. « Ah donc, si le roi est mort, la reine est régente, » ajouta-t-il. Monseigneur de Valois devint pourpre. Il avait cru, connaissant la décrépitude de l'un et la nature dévouée de l'autre, qu'il pourrait manœuvrer les 2 curateurs à sa guise. Son calcul se retournait contre lui. L'extrême vieillesse et l'extrême scrupule semblaient se liguer pour lui créer des difficultés. « La reine n'est pas régente, messire sénéchal, elle est grosse !» s'écria-t-il. « Voyez son état, et si elle est en mesure de satisfaire aux tâches du royaume !»« Vous savez que je ne vois mis, » répondit le vieillard. Le front dans la main, Clémence pensait seulement « Mais quand finiront-ils? Mais quand me laisseront-ils en paix ?» Joinville commença d'expliquer dans quelles conditions, à la mort du roi Louis VIII, la reine Blanche de Castille avait assumé la régence pour la grande satisfaction de tous. Madame Blanche, cela se disait bien bas, n'était pas toute pureté comme l'image qu'on en a faite. Et il paraît que le comte Thibault, dont mon père était bien compagnon, l'a servi jusque dans son lit. Il fallut le laisser parler. Le sénéchal, s'il oubliait les événements de la veille, gardait une mémoire précise des médisances qui couraient dans sa prime jeunesse. Il avait trouvé un auditoire et il en profitait. Ses mains, agitées d'un tremblement sénile, raclaient sans relâche la soie de sa robe sur ses genoux. Et même quand notre saint roi partit pour la croisade, où je fus avec lui. La reine résidait à Paris pendant ce temps, n'est-il pas vrai, coupa Charles de Valois. Certes, certes, fit le sénéchal. Ce fut Clémence qui, la première, lâcha prise. Eh bien, soit, mon oncle, dit-elle. Je ferai votre volonté et rentrerai à la cité. Ah, voilà enfin sage décision, qu'approuve sûrement messire de Joinville. Certes, certes. Je m'en vais prendre toute mesure. Votre escorte sera commandée par mon fils Philippe et notre cousin Robert d'Artois. Grand merci, mon oncle. Grand merci, dit Clémence. Mais maintenant, je demande en grâce qu'on me laisse prier. 1 heure plus tard, en exécution des ordres du comte de Valois, le château de Vincennes était en plein bouleversement. On sortait les chariots des remises, les fouets claquaient sur la croupe des gros chevaux du Perche, des serviteurs passaient en courant, les archers avaient abandonné leurs armes pour prêter la main aux hommes d'écurie. Alors que depuis le deuil, tout le monde s'était senti tenu de parler à voix basse, chacun maintenant se découvrait une occasion de crier. À l'intérieur du manoir, les tapissiers dépendaient les tentures à images, démontaient les meubles, transportaient les crédences, les dressoirs et les coffres. Les officiers de l'hôtel de la Reine et les dames de parage s'affairaient aussi à leurs propres bagages. On comptait sur un premier train de 24 voitures et sans doute faudrait-il 2 autres voyages pour en avoir fini. Clémence de Hongrie, dans sa longue robe blanche, errait de pièce en pièce, toujours escortée par Bouville. Partout la poussière, la sueur, l'agitation, et cet aspect de pillage dont s'accompagnent les déménagements. L'argentier, inventaire en main, surveillait l'expédition de la vaisselle et des objets précieux qui, rassemblés, couvraient tout le dallage d'une salle. Plats de table, aiguières, et les 12 anappes de vermeil que Louis avait fait faire pour Clémence, et le grand reliquaire d'or contenant un fragment de la vraie croix. Ouvrage si lourd que l'homme chargé de le déplacer âhannait dessous, comme s'il montait au calvaire. Dans la chambre de la reine, la lingère Eudeline, qui avait été la première maîtresse du hutin, présidait à l'emballage des vêtements. « À quoi bon emporter toutes ces robes, puisqu'elles ne me serviront plus de rien ?» dit Clémence. Et les bijoux aussi, dont les écrins s'amassaient dans des coffres de fer, tous ces colliers, ces fermots, ces bagues, ces pierres rares dont Louis l'avait comblé durant le bref temps de leurs noces, lui apparaissaient désormais comme des objets inutiles. Même les 3 couronnes chargées d'émeraudes, de rubis et de perles étaient trop hautes et trop ornées pour une veuve. Un simple cercle d'or, à courte fleur de lys, posé par-dessus le voile, serait le seul joyau auquel elle aurait droit maintenant. « Je suis devenue une reine blanche, comme ma grand-mère Marie de Hongrie, et je dois me modeler sur elle.
mais ma grand-mère avait passé 60 ans et donné le jour à 13 enfants. Mon époux ne verra même pas le sien. « Madame, demanda Eudeline, dois-je venir avec vous au palais? Nul ne m'a donné d'ordre. » Clémence regarda cette belle femme blonde qui, oubliant toute jalousie, lui avait été de si grand secours durant ces derniers mois, et surtout pendant l'agonie de Louis. Il a eu un enfant d'elle, et cet enfant, il l'a éloigné, il l'a enfermé au cloître. Elle se sentait comme héritière de toutes les fautes commises par son époux avant qu'il la connût. Elle disposerait de toute sa vie pour payer à Dieu, par les larmes, la prière et l'aumône, le lourd prix de l'âme de Louis. « Non, murmura-t-elle, non, Eudeline, ne m'accompagne point. Il faut que quelqu'un qui l'ait aimé demeure ici. » Et puis, écartant même Bouville, elle alla se réfugier dans la seule pièce calme, la seule qu'on eût respectée, la chambre où Louis était mort. Il y faisait sombre derrière les rideaux tirés. Clémence vint s'agenouiller auprès du lit, posa les lèvres sur la couverture de brocart. Soudain, elle entendit un grattement d'ongles contre une étoffe. Elle ressentit une angoisse qui eût pu lui prouver qu'elle avait encore envie de vivre. Elle demeura un moment immobile, retenant son souffle. Derrière elle, le grattement continuait. Prudemment, elle tourna la tête. C'était le sénéchal de Joinville qui somnolait dans un siège à haut dossier en attendant le départ. Un cardinal qui ne croyait pas à l'enfer. La nuit de juin commençait à pâlir. Déjà, du côté de l'est, une mince frange grise au pied du ciel annonçait l'aurore qui allait bientôt se lever sur la cité de Lyon. C'était l'heure où les charrois se mettaient en marche dans les campagnes avoisinantes pour porter vers la ville les légumes et les fruits, l'heure où les chouettes se taisaient et où les passereaux ne chantaient pas encore. C'était aussi l'heure où, derrière les étroites fenêtres d'un des appartements d'honneur de l'abbaye d'Ainay, le cardinal Jacques Duèze songeait à la mort. Le cardinal n'avait jamais eu grand besoin de dormir, mais avec l'âge, ce besoin ne cessait de s'amenuiser. 3 heures de sommeil lui suffisaient amplement. Peu après minuit, il se levait et s'installait devant son écritoire. Homme d'intelligence rapide et de savoir prodigieux, rompu à toutes les disciplines de la pensée, il avait composé des traités de théologie, de droit, de médecine et d'alchimie qui faisaient autorité parmi les clercs et docteurs de son temps. En cette époque où la grande espérance du pauvre comme celle du prince était la fabrication de l'or, on se référait beaucoup aux doctrines de Duèze sur les élixirs destinés à la transmutation des métaux. Ainsi pouvait-on lire dans son ouvrage intitulé « L'élixir des philosophes » de telles définitions qui donnaient à méditer. Les choses dont on peut faire élixir sont 3, les 7 métaux, les 7 esprits et les autres choses. Les 7 métaux sont soleil, lune, cuivre, étain, plomb, fer et vif argent. Les 7 esprits sont argent vif, soufre, sel ammoniaque, or piment, tutie, magnésie, marcassite. Et les autres choses sont vif argent, sang d'homme, sang de cheveux et d'urine, et l'urine de l'homme. Ou encore de simples recettes comme celle pour épurger l'urine d'enfant. Prends-la et mets-la en pot et la laisse reposer 3 jours ou 4. Puis la coule légèrement. Laisse encore reposer tant que l'ordure soit au fond. Et la cuis bien, et l'écume tant qu'elle devienne de la tierce partie. Puis la distille par feutre et la garde en un pot bien étoupé pour la corruption de l'air. À 72 ans, le cardinal découvrait encore des domaines profanes ou sacrés dans lesquels il ne s'était pas exprimé, et il complétait son œuvre pendant que ses semblables dormaient. Il usait à lui seul autant de cierges que toute une communauté de moines. Au long de ses nuits, il travaillait aussi à l'énorme correspondance qu'il entretenait avec nombre de prélats, d'abbés, de juristes, de savants, de chanceliers et de princes souverains à travers l'Europe. Son secrétaire et ses copistes trouvaient au matin leur labeur préparé pour la journée entière. Également, il se penchait souvent sur les cartes astrologiques de ses rivaux à la tiare, les comparait à son ciel personnel et interrogeait les planètes afin de savoir qui deviendrait pape. D'après ses calculs, ses plus fortes chances personnelles se plaçaient entre le début d'août et le début de septembre de l'année présente. Or, on était déjà le 10 juin, et rien ne semblait se dessiner. Puis venait le moment pénible d'avant l'aube. Comme habité du pressentiment que ce serait à cette heure-là qu'il lui faudrait un jour quitter le monde,
Le cardinal éprouvait alors une angoisse diffuse, un vague malaise tant du corps que de l'esprit. La fatigue aidant, il s'interrogeait sur ses actes accomplis. Ses souvenirs lui présentaient le développement d'une extraordinaire destinée. Issu d'une famille bourgeoise de Cahors, et ayant embrassé l'état ecclésiastique, il semblait à 44 ans devenu archiprêtre au sommet de la carrière à laquelle il pouvait raisonnablement prétendre. Or, sa fortune n'avait pas encore débuté. L'occasion s'étant offerte de partir pour Naples en compagnie d'un de ses oncles, qui allait y faire commerce, le voyage, le dépaysement, la découverte de l'Italie avaient agi sur lui d'étranges sortes. Quelques jours après avoir débarqué, il entrait en relation avec le précepteur des enfants royaux, se faisait son disciple et se lançait dans les études abstraites avec une passion, une agilité de compréhension, une souplesse de mémoire qu'eussent pu lui envier les adolescents les mieux doués. Il ignorait la fin, tout comme il ignorait la nécessité du sommeil. Bientôt docteur en droit canon, puis en droit civil, son nom avait commencé de se répandre. La cour de Naples recherchait les avis du clerc de Cahors. Après l'appétit de savoir, lui était venu l'appétit de puissance. Conseiller du roi Charles II le Boiteux, grand-père de la reine Clémence, puis secrétaire des conseils secrets et pourvu de nombreux bénéfices ecclésiastiques, 10 ans après son arrivée, il se trouvait nommé évêque de Fréjus, et un peu plus tard accédait à la fonction de chancelier du royaume de Naples, c'est-à-dire de premier ministre d'un État qui comprenait à la fois l'Italie méridionale et tout le comté de Provence. Une si fabuleuse ascension parmi les intrigues des cours n'avait pu s'accomplir grâce seulement à des talents de juriste et de théologien. Un trait connu d'assez peu de gens, car il relevait du secret à la fois d'Église et d'État, montrait bien l'astuce et l'aplomb dont Duèze était capable. Quelques mois après la mort de Charles II, il avait été envoyé en mission à la cour papale, dans un moment où l'archevêché d'Avignon, le plus important alors de toute la chrétienté, puisque résidence du Saint-Siège, était vacant. Toujours chancelier, et donc détenteur des sceaux, il rédigea tranquillement une lettre par laquelle le nouveau roi de Naples, Robert, demandait pour lui, Jacques Duèze, le siège épiscopal d'Avignon. Ceci se passait en 1310. Clément V, soucieux de se ménager l'appui de Naples, en une période où il rencontrait beaucoup de difficultés du côté de la France, accéda aussitôt à la requête. La supercherie se découvrit un peu plus tard lorsque Clément, recevant la visite de Robert, pape et roi se témoignèrent leur mutuelle surprise, le premier de n'avoir pas reçu de plus chauds remerciements pour une si grande faveur accordée, le second de n'avoir pas été consulté sur une nomination qui le privait de son chancelier. Plutôt que de faire éclater un inutile scandale, ils choisirent d'accepter la chose de bonne grâce. Chacun s'en trouva bien. Maintenant, Duèze était cardinal de Curie, et l'on étudiait ses ouvrages dans toutes les universités. Mais si étonnante que soit une destinée, elle n'apparaît-elle qu'à ceux qui la regardent de l'extérieur. Les jours vécus, qu'ils aient été emplis ou vides, agités ou tranquilles, sont tous également des jours enfuis, et la cendre du passé a le même poids dans toutes les mains. Tant d'ardeur, d'ambition, d'énergie dépensée avait-elle un sens lorsque tout devait inéluctablement basculer dans cet au-delà dont les plus hautes intelligences et les plus difficiles sciences humaines n'arrivaient à saisir que d'un déchiffrable lambeau. Pourquoi vouloir devenir pape? N'eût-il pas été plus sage de s'enfermer au fond d'un cloître, dans le détachement de tout, se dépouiller de l'orgueil et de la connaissance et de la vanité de dominer, acquérir l'humilité de la foi la plus simple, se préparer à disparaître? Or, même cette sorte de méditation prenait chez le cardinal Duèze le tour d'une spéculation abstraite, et son anxiété de mourir se transformait bientôt en débat théologique. Les docteurs nous assurent, pensait-il ce matin-là, que les âmes des justes, après la mort, jouissent immédiatement de la vision béatifique de Dieu, qui est leur récompense. Soit. Mais les Écritures nous disent aussi qu'à la fin du monde, quand les corps ressuscités auront rejoint leur âme, nous serons tous jugés en dernier jugement. Il y a là une grande contradiction. Comment Dieu, totalement souverain, omniscient et parfait, aurait-il à évoquer 2 fois le même cas devant son propre tribunal, et comment pourrait-il juger en appel de ses propres sentences? Dieu n'est point susceptible d'erreur. Et imaginer un double arrêt de sa part, ce qui suppose révision, donc erreur, est une impiété et même une hérésie. Du reste,
Ne convient-il pas que l'âme n'entre en possession de la joie de son Seigneur qu'au moment où, réunie à son corps, elle sera elle-même parfaite en sa nature? Donc les docteurs se trompent. Donc il ne saurait y avoir ni béatitude proprement dite, ni vision béatifique avant la fin des temps, et Dieu ne se laissera contempler qu'après le jugement dernier. Mais jusque-là, où se trouvent alors les âmes des morts? Est-ce que nous n'irions pas attendre sub altare Dei, sous cet autel de Dieu dont parle saint Jean dans son Apocalypse? Les pas d'un cheval, bruit inaccoutumé à pareille heure, retentirent le long des murs de l'abbaye sur les petits galérons qui pavaient les meilleures rues de Lyon. Le cardinal prêta l'oreille un instant, puis revint à son argumentation qui procédait tout droit de sa formation juridique et dont les conséquences allaient le surprendre lui-même. Car si le paradis est vide, cela modifie singulièrement la situation de ceux que nous décrétons saints ou bienheureux. Mais ce qui est vrai pour les âmes des justes l'est forcément aussi pour l'âme des injustes. Dieu ne saurait punir les méchants avant d'avoir récompensé les bons. C'est à la fin du jour que l'ouvrier reçoit son salaire. C'est à la fin du monde que le bon grain et l'ivraie seront définitivement séparés. Nulle âme n'habite actuellement en enfer, puisqu'aucune condamnation n'est encore prononcée. Autant dire que l'enfer, présentement, n'existe pas. Cette conclusion était plutôt rassurante pour quiconque songeait au trépas. Elle repoussait l'échéance du procès suprême sans fermer la perspective de la vie éternelle et s'accordait assez bien avec le sentiment commun à la plupart des hommes que la mort est une chute dans un grand silence obscur, une inconscience indéfinie, une attente sub altere Dei. Certes, pareille doctrine, si elle venait à être professée, n'irait pas sans éveiller de violentes réactions, aussi bien parmi les docteurs de l'Église que dans la croyance populaire. Et le moment était mal choisi pour un candidat au Saint-Siège d'aller prêcher la vacuité du paradis et l'inexistence de l'enfer. « Attendons la fin du conclave », se disait le cardinal. Il fut interrompu par un frère tourier qui frappa à sa porte et lui annonça l'arrivée d'un chevaucheur de Paris. « De qui vient-il » demanda le cardinal. Duez avait une voix étouffée, feutrée, totalement dépourvue de timbre, bien que fort distincte. « Du comte de Bouville, répondit le tourier. Il a dû marcher vite, car il a l'air bien là. Le temps que j'aille lui ouvrir, je l'ai trouvé à demi endormi, le front contre le ventail. Menez-le-moi séant. » Et le cardinal, qui quelques minutes auparavant méditait sur la vanité des ambitions de ce monde, pensa aussitôt « Est-ce au sujet de l'élection ? La cour de France se rallierait-elle ouvertement à mon nom? Va-t-on me proposer un marché ?» Il se sentait tout agité, plein de curiosité et d'espérance, et arpentait la chambre à pas courts et rapides. Duez avait la taille d'un enfant de 15 ans, un museau de souris sous de forts sourcils blancs, une ossature fragile. Derrière les vitres, le ciel commençait à rosir. On ne pouvait pas encore souffler les cierges, mais déjà le petit jour dehors dissolvait les ombres. La mauvaise heure était passée. Le messager entra. Le cardinal, du premier coup d'œil, sut qu'il n'avait pas affaire à un chevaucheur de métier. D'abord, un vrai chevaucheur eût aussitôt mis un genou en terre et tendu la boîte contenant les plis au lieu de rester debout en inclinant la tête en disant « Monseigneur ». Et puis la cour de France, pour acheminer son courrier, utilisait de forts cavaliers à carrure solide, bien aguerris, comme le grand Robin qui se maria, spécialement affecté au trajet entre Paris et Avignon, et non un tel jouvenceau à nez pointu, qui paraissait à peine avoir gardé les paupières ouvertes et titubait de fatigue sur ses bottes. « Voilà qui sent fort son déguisement, » se dit Duez. « D'ailleurs, j'ai déjà vu ce visage en quelque endroit. » De sa main menue et courte, il fit sauter les cachets de la lettre et fut bientôt déçu. Il ne s'agissait pas de l'élection, mais d'une demande de protection pour le messager lui-même. Néanmoins, Duez voulut reconnaître là un indice favorable. Lorsque Paris avait un service à obtenir des autorités ecclésiastiques, c'était à lui qu'on s'adressait. « Ainsi, vous vous nommez Guccio Baglioni » dit-il quand il eut terminé sa lecture. Le jeune homme sursauta. « Oui, monseigneur. » « Le comte de Bouville vous recommande à moi pour que je vous prenne sous ma garde et vous dérobe aux poursuites de vos ennemis. » « Si vous acceptez de me faire cette grâce, monseigneur. » « Il paraît que vous avez eu quelque mauvaise aventure qui vous a forcé de fuir sous cette livrée, » continua le cardinal de sa voix rapide et sans résonance. « Contez-moi cela.
Bouville me dit que vous faisiez partie de son escorte lorsqu'il conduisit la reine Clémence en France. En effet, je me souviens à présent. Je vous ai vu auprès de lui. Et vous êtes le neveu de messire Tholomyès, le capitaine général des Lombards de Paris. Fort bien, fort bien. Contez-moi vos affaires. Il s'était assis et jouait machinalement avec un gros pupitre tournant sur lequel étaient posés les livres qui servaient à ses travaux. Il se trouvait maintenant détendu, tranquille, et tout prêt à se distraire l'esprit avec les petits problèmes d'autrui. Guccio Baglioni avait parcouru 120 lieues en 4 jours et demi. Il ne sentait plus ses membres. Une brume dense lui emplissait la tête, et il aurait donné n'importe quoi pour s'étendre là, à même le sol, et dormir. Dormir. Il parvint à se ressaisir. Sa sécurité, son amour, son avenir, tout exigeait qu'il surmontât pour un moment encore sa fatigue. « Voici, monseigneur, j'ai épousé une fille de noblesse, » répondit-il. Il lui sembla que ces mots sortaient de la bouche d'un autre. Il aurait voulu commencer tout différemment, il aurait voulu expliquer au cardinal qu'un malheur sans pareil venait de s'abattre sur lui, qu'il était l'homme le plus accablé, le plus déchiré de l'univers, qu'on menaçait sa vie, qu'il lui avait fallu s'éloigner, à jamais peut-être, de la femme sans laquelle il ne pouvait respirer, que cette femme allait être enfermée, que les événements avaient croulé sur eux depuis une semaine avec une telle violence, une telle soudaineté, que le temps paraissait perdre ses dimensions habituelles, et que lui-même, Guccio, se sentait pareil à un caillou roulé par un torrent. Or, tout son drame, lorsqu'il fallait l'exprimer, se résumait à cette petite phrase « Monseigneur, j'ai épousé une fille de noblesse. » « Ah oui, fit le cardinal. Comment se nomme-t-elle ? Marie de Cressay. Cressay, je ne connais pas. Mais j'ai dû l'épouser secrètement, monseigneur. La famille était opposée. Parce que vous êtes un Lombard, bien sûr. Ils sont encore un peu arriérés en France. En Italie, certes. Alors, vous voulez obtenir l'annulation ? Si le mariage a été secret. Mais non, monseigneur. Je l'aime, elle m'aime, dit Guccio. Mais sa famille a découvert qu'elle était enceinte et ses frères m'ont poursuivi pour me tuer. Ils peuvent le faire, ils ont le droit coutumier pour eux. Vous vous êtes mis en situation de ravisseur. Qui vous a marié ? Le frère Vincenzo des Augustins. Fra Vincenzo ? Je ne connais pas. Le pire, monseigneur, est que ce moine est mort. Ainsi, je ne peux même pas prouver que nous sommes vraiment mariés. Mais ne croyez pas que je sois lâche, monseigneur. Je voulais me battre. Seulement, mon oncle s'est adressé à messire de Bouville, qui vous a sagement conseillé de prendre du champ. Mais Marie va être enfermée dans un couvent. Pensez-vous, monseigneur, que vous pourrez l'en faire sortir ? Pensez-vous que je la reverrai ? Ah, une chose à la fois, mon cher fils, répondit le cardinal en continuant à faire tourner son pupitre. Un couvent. Eh bien, où pourrait-elle être mieux pour l'instant ? Espérer en l'infinie mansuétude de Dieu, dont nous avons tous si grand besoin. Guccio baissa la tête d'un air épuisé. Ses cheveux noirs étaient couverts de poussière. « Votre oncle est-il en bons termes de commerce avec les Bardis ?» poursuivit le cardinal. « Certes, monseigneur, certes. Les Bardis sont vos banquiers, je crois. »« Oui, ils sont mes banquiers. Mais je les trouve ces temps-ci moins aisés de rapport que par le passé. Ils forment une si grosse compagnie. Ils ont des comptoirs en tout lieu. Et pour la moindre demande, ils doivent en référer à Florence. Ils sont aussi lents qu'un tribunal d'église. Votre oncle a-t-il beaucoup de prélats parmi ses pratiques ?» L'esprit de Guccio n'était guère aux questions de banque. La brume s'épaississait sous son front, ses paupières brûlaient. « Nous avons surtout les grands barons, le comte de Valois, le comte d'Artois. Nous serions hautement honorés, monseigneur, dit-il avec une courtoisie machinale. Nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, vous voici à l'abri dans ce couvent. Vous passerez pour un homme à mon service. Peut-être vous fera-t-on revêtir une robe de clerc. Je verrai cela avec mon chapelain. Vous pouvez vous dépouiller de cette livrée et aller dormir en paix, ce dont vous montrez avoir grand besoin. » Guccio salua, bredouilla quelques mots de gratitude et fit un mouvement vers la porte, puis, s'arrêtant, il dit « Je ne puis encore me dépouiller, monseigneur. Je dois délivrer un autre message. »« À qui ?» demanda Duez, aussitôt soupçonneux. « Au comte de Poitiers. Confiez-moi la lettre. Je la ferai porter tout à l'heure par un frère. C'est que monseigneur, messire de Bouville m'a enjoint. Savez-vous si ce message a trait au conclave ? Nullement, monseigneur. C'est au sujet de la mort du roi. » Le cardinal sauta de son siège. « Le roi Louis est mort ?
Mais que ne le disiez-vous plus tôt? On ne le sait point encore ici. Je pensais que vous en étiez averti, monseigneur. En vérité, il ne pensait rien. Ses malheurs, sa fatigue lui avaient fait oublier cet événement capital. Ayant galopé droit devant lui depuis Paris, changeant de chevaux dans les monastères indiqués comme relais, mangeant à la hâte, parlant le moins possible, il avait devancé sans le savoir les chevaucheurs officiels. De quoi est-il trépassé? C'est ce que messire de Bouville veut justement faire savoir au comte de Poitiers. Crime, chuchota Duèze. Le roi, selon le comte de Bouville, aurait été empoisonné. Le cardinal réfléchit un instant. Voilà qui peut changer bien des choses, murmura-t-il. Un régent a-t-il été désigné? Je ne sais pas, monseigneur. Quand je suis parti, on nommait beaucoup le comte de Valois. C'est bien, mon cher fils. Allez vous reposer. Mais monseigneur et le comte de Poitiers. Les lèvres effilées du prélat dessinèrent un rapide sourire qui pouvait passer pour une expression de bienveillance. Il ne serait guère prudent de vous montrer par la ville et, de surcroît, vous tomber de lassitude, dit-il. Donnez-moi ce pli. Pour vous éviter tout reproche, j'irai le remettre moi-même. Quelques minutes plus tard, escorté d'un valet et suivi d'un secrétaire, le cardinal de Curie sortait de l'abbaye d'Ainay, entre Rhône et Saône, et s'engageait dans les ruelles sombres, souvent rétrécies par des tas d'immondices. Maigre, fluet, il avançait d'un pas sautillant, portant presque en courant ses 72 ans. Le bas de sa robe pourpre semblait danser entre les murs. Les cloches de 20 églises et de 42 couvents de Lyon sonnaient les premiers offices. Les distances étaient courtes dans cette ville aux maisons tassées, qui comptait quelques 20 000 habitants, dont la moitié était adonnée au commerce de la religion et l'autre moitié à la religion du commerce. Le cardinal fut bientôt arrivé à la demeure du consul Varet, chez lequel logeait le comte de Poitiers. Les portes de Lyon. Le comte de Poitiers venait d'achever sa toilette lorsque son chambellan lui annonça la visite du cardinal. Très long, très maigre, le nez proéminent, les cheveux rabattus sur le front en mèches courtes et retombant en rouleaux le long des joues, la peau fraîche comme on peut l'avoir à 25 ans, le jeune prince, vêtu d'une robe d'appartement de camoca sombre, vint accueillir monseigneur Duèze et baisa son anneau avec déférence. Il eût été difficile de rencontrer plus grand contraste, plus ironique dissemblance, qu'entre ces deux personnages, dont l'un faisait songer à un vieux furet sorti de son terrier, et l'autre à un héron traversant hautainement les marais. « En dépit de l'heure matinale, monseigneur, dit le cardinal, je n'ai pas voulu différer de vous porter mes prières dans le deuil qui vous atteint. » Le deuil, dit Philippe de Poitiers avec un léger sursaut. Sa première pensée fut pour sa femme Jeanne, qu'il avait laissée à Paris et qui était enceinte de 8 mois. « Je vois alors que j'ai bien agi en venant vous avertir, reprit Duèze. Le roi, votre frère, est mort depuis 5 jours. Rien ne bougea dans l'attitude de Philippe. À peine une inspiration plus forte souleva-t-elle sa poitrine. Rien ne passa sur son visage, ni la surprise, ni l'émotion, ni même l'impatience d'avoir plus de détails. « Je vous sais gré de votre empressement, monseigneur, répondit-il. Mais comment êtes-vous au fait d'une telle nouvelle avant moi? Par messire de Bouville, dont le messager a couru avec grand hâte, afin que je vous remette cette lettre, en secret. » Le comte de Poitiers décacheta le pli et le lut en l'approchant de son nez, car il était fort myope. Là encore, il ne trahit rien de ses sentiments. Simplement, quand il eut achevé sa lecture, il replia la lettre et la glissa sous sa robe, puis il demeura silencieux. Le cardinal se taisait aussi, affectant de respecter la douleur du prince, encore que celui-ci ne donnât pas de grandes marques d'affliction. « Dieu le sauve des peines de l'enfer, » dit enfin le comte de Poitiers, pour répondre à l'attitude dévote du prélat. « Oh, l'enfer !» murmura Duèze. « Enfin, prions Dieu. Je songe aussi à l'infortunée reine Clémence, que j'ai vue grandir quand j'étais auprès du roi de Naples. Une si douce, une si parfaite princesse. » « Oui, c'est profonde pitié pour ma belle-sœur, » dit Poitiers. Et en même temps il pensait « Louis n'a laissé aucune volonté relative à la régence. Déjà, ce que m'écrit Bouville, notre oncle Valois se prévaut de droits illusoires. » « Qu'allez-vous faire, monseigneur? Allez-vous séant regagner Paris? » demanda le cardinal. « Je ne sais encore, » répondit Poitiers. « J'attends d'être plus amplement informé. Je me tiendrai à la disposition du royaume. »
Bouville, dans sa lettre, ne lui cachait pas qu'il souhaitait son retour. Et comme premier frère du roi mort, et comme père, sa place était manifestement à Paris au moment qu'on y débattait de la régence. Un autre eût déjà donné l'ordre de sceller les chevaux. Mais Philippe de Poitiers éprouvait du regret et même de la répugnance à l'idée de quitter Lyon sans avoir achevé les tâches entreprises. D'abord, il voulait conclure le contrat de fiançailles entre sa troisième fille, Isabelle, âgée de moins de 5 ans, et le dauphiné de Viennois, le petit Guigues, qui en avait 6. Il venait de négocier ce mariage à Vienne même, avec le dauphin Jean II de la Tour du Pin et la dauphine Béatrice, sœur de la reine Clémence. Bonne alliance, qui permettrait à la couronne de France de contrebalancer dans cette région l'influence des Anjou-Sicile. Date était prise à quelques jours de là pour l'échange solennel des signatures. Et surtout, il y avait l'élection papale. Depuis plusieurs semaines, Philippe de Poitiers sillonnait la Provence, le Viennois et le Lyonnais pour voir l'un après l'autre les 24 cardinaux dispersés, leur assurant que l'agression de Carpentras ne se reproduirait pas, qu'il ne leur serait fait nulle violence, laissant entendre à beaucoup qu'ils pouvaient avoir leur chance, plaidant pour le prestige de la foi, la dignité de l'Église et l'intérêt des États. Enfin, à force de paroles, de promesses et parfois d'argent, il avait réussi à les rassembler à Lyon, ville longtemps placée sous autorité ecclésiastique et très récemment passée dans les dernières années de Philippe le Bel sous le pouvoir direct du roi de France. Le comte de Poitiers se sentait près de toucher au but, mais s'il s'éloignait, toutes les difficultés n'allaient-elles pas renaître, les haines personnelles se rallumer, l'emprise de la noblesse romaine ou celle du roi de Naples supplantait celle de la France, les divers partis recommençaient à s'accuser mutuellement de trahison et d'hérésie. Et ne verrait-on pas, au bout de tant de dissensions, la papauté repartir pour Rome? Ce que mon père voulait tellement éviter, se disait Philippe de Poitiers. Son œuvre, déjà si fort gâtée par Louis et par notre oncle Valois, va-t-elle être tout entière détruite? Pendant quelques instants, le cardinal d'Euze eut l'impression que le jeune homme avait oublié sa présence. Et soudain, Poitiers lui demanda « Le parti gascon songe-t-il à maintenir la candidature du cardinal de Pélagru? Et pensez-vous que vos pieux collègues soient enfin disposés à siéger? Assoyez-vous donc ici, monseigneur, et dites-moi bien votre sentiment. Où en sommes-nous » Le cardinal avait approché beaucoup de souverains et d'hommes de gouvernement depuis un tiers de siècle qu'il participait aux affaires des royaumes. Mais il n'en avait guère rencontré qui montrassent pareille maîtrise d'eux-mêmes. Voilà un prince de 25 ans, auquel il venait d'annoncer que son frère était décédé, que le trône était vacant, et dont l'esprit demeurait assez dispos pour se soucier des embrouilles d'un conclave. Cela méritait considération. Assis côte à côte, près d'une fenêtre, sur un coffre recouvert de damas, les pieds du cardinal touchant à peine le sol et la cheville maigre du comte de Poitiers battant lentement l'air, les deux hommes eurent une longue conversation. En réalité, selon l'exposé que fit d'Euze, on butait toujours depuis 2 ans qu'était mort Clément V sur les mêmes difficultés que d'Euze naguère dans un champ aux abords d'Avignon avait exposé à Bouville. Le parti des 10 cardinaux gascons, qu'on appelait aussi le parti français, restait le plus nombreux, mais il était insuffisant pour constituer à lui seul la majorité requise des 2/3 du Sacré Collège, soit 16 voix. Les Gascons, se considérant dépositaires de la pensée du pape défunt auquel ils devaient tout le cardinalat, tenaient fermement pour le siège d'Avignon et se montraient remarquables d'unité contre les 2 autres partis. Mais entre eux, il y avait compétition sourde. À côté des ambitions d'Arnaud de Pélagru, grandissaient celles d'Arnaud de Fougères et d'Arnaud Nouvelle. Feignant de se soutenir, ils se tiraient sournoisement dans les jambes. « La guerre des 3 Arnaud, dit d'Euze de sa voix chuchotante. Voyons maintenant le parti des Italiens. Ceux-là n'étaient que 8, mais divisés en 3 factions. La gifle d'Agnani séparait à jamais le redoutable cardinal Caetani, neveu du pape Boniface VIII, des 2 cardinaux Colonna. Entre ses adversaires, les autres Italiens flottaient. Stefaniecci, par hostilité à la politique de Philippe le Bel, tenait pour Caetani, dont il était d'ailleurs parent. Napoléon Orsini louvoyait. Les 8 ne retrouvaient de cohésion que sur un seul point, le retour de la papauté dans la ville éternelle. Mais là, leur détermination était farouche. « Vous savez bien, monseigneur, poursuivit d'Euze, qu'à un moment on a risqué le schisme, et qu'on le risque encore. Nos Italiens refusaient de se réunir en France.
et il faisait savoir voici peu que si l'on élisait un pape gascon, il ne le reconnaîtrait pas, et nommerait le leur à Rome. » « Il n'y aura pas de schisme, dit calmement le comte de Poitiers. « Grâce à vous, monseigneur, grâce à vous, je me plais à le reconnaître, et je le dis partout. Allant de ville en ville, portez la bonne parole. Si vous n'avez pas encore trouvé le pasteur, vous avez déjà rassemblé le troupeau. » « Coûteuse brebis, monseigneur. Savez-vous que j'étais parti de Paris avec 16 000 livres et qu'il m'a fallu l'autre semaine m'en faire envoyer autant? Jason auprès de moi était petit seigneur. J'aimerais bien que toutes ces toisons d'or ne me fuient pas dans les doigts, dit le comte de Poitiers en plissant légèrement les paupières. Duez, qui par voie détournée avait fortement bénéficié de ces largesses, ne releva pas directement l'allusion, mais répondit « Je crois que Napoléon Orsini et Alberti de Prato, et peut-être même Guillaume de Longhy, qui fut avant moi chancelier du roi de Naples, se détacheraient assez aisément. Éviter le schisme valait bien ce prix. » Poitiers pensa « Il a utilisé l'argent que nous lui avons donné pour se faire 3 voix chez les Italiens. C'est habile. » Quant à Caetani, bien qu'il continuât de jouer l'irréductible, sa position n'était plus aussi forte depuis que s'étaient découvertes ses pratiques de sorcellerie et sa tentative d'envoûter le roi de France et le comte de Poitiers lui-même. L'ancien templier Évrard, un demi-fou dont Caetani s'était servi pour ses œuvres démoniaques, avait un peu trop parlé avant d'aller se livrer aux gens du roi. « Je tiens cette affaire en réserve, » dit le comte de Poitiers. « Le parfum du bûcher pourrait le moment venu donner un peu de souplesse à monseigneur Caetani. » À la pensée de voir griller un autre cardinal, un très léger, très furtif sourire passa sur les lèvres étroites du vieux prélat. « Par malchance, reprit Poitiers, cet Évrard s'est pendu dans la prison où je l'avais fait jeter avant qu'on ne le questionnât vraiment. »« Pendu ? Vous me surprenez, monseigneur. Des gens à moi et qui le connaissent bien m'ont affirmé l'avoir rencontré voici moins de 2 semaines rôdant à nouveau autour de Valence. Il faudrait qu'il eût ressuscité. Ou bien qu'on eût accroché quelqu'un d'autre au barreau de sa geôle. »« Le temple est encore puissant, » dit le cardinal. « Hélas, » fit le comte de Poitiers qui nota mentalement d'envoyer un de ses officiers enquêter du côté de Valence. « Il semble, » enchaîna Duez, « que Francesco Caetani se soit tout à fait détourné des affaires de Dieu pour ne plus s'occuper que de celles de Satan. Ne serait-ce pas lui qui, ayant manqué son envoûte, aurait fait atteindre le roi votre frère par le poison ?» Le comte de Poitiers écarta les mains d'un geste d'ignorance. « Chaque fois qu'un roi meurt, on affirme qu'il a été enherbé, » répondit-il. « On l'a dit de mon aïeul Louis VIII. On l'a même dit de mon père. Que Dieu garde. Mon frère Louis était d'assez pauvre santé, mais enfin la chose vaut qu'on y pense. Reste enfin, reprit Duez, le 3e parti, qu'on nomme provençal, à cause du plus remuant d'entre nous, le cardinal de Mandagou. Ce dernier parti comptait 6 cardinaux d'origines diverses. Des prélats méridionaux, comme les 2 Béranger Fredol, y voisinaient avec des Normands et avec un Quercinois qui n'était autre que Duez lui-même. L'or distribué par Philippe de Poitiers les avait rendus assez réceptifs aux arguments de la politique française. « Nous sommes les plus petits, nous sommes les plus faibles, » dit Duez, « mais nous sommes l'appoint indispensable à toute majorité. Et puisque Gascons et Italiens se refusent mutuellement un pape qui pourrait venir de leur rang, alors, monseigneur, alors il faudra prendre un pape chez vous. N'est-ce pas votre sentiment ? » « Je le crois fermement. Je l'avais dit dès la mort de Clément. On ne m'a pas écouté. On a cru sans doute que je prêchais pour moi, car mon nom, en effet, avait été prononcé sans que je le veuille. Mais la cour de France ne m'a jamais fait grande confiance. C'est que, monseigneur, vous étiez un peu trop ouvertement soutenu par la cour de Naples. Et si je n'avais été soutenu par personne, monseigneur, qui donc eût pris garde à moi? Je n'ai d'autre ambition, croyez-le, que de voir un peu d'ordre remis dans les affaires de la chrétienté, qui sont bien mauvaises. La tâche sera pesante pour le prochain successeur de Saint-Pierre. » Le comte de Poitiers joignit ses longues mains devant son visage et réfléchit quelques secondes. « Pensez-vous, monseigneur, demanda-t-il, que les Italiens, contre la satisfaction de n'avoir pas un pape gascon, accepteraient que le Saint-Siège restât en Avignon et que les Gascons, pour la certitude d'Avignon, pourraient renoncer à leur candidat et se rallier à votre tiers parti. Ce qui signifiait en clair, si vous, monseigneur Duez, étiez élu avec mon appui, vous engagez-vous formellement à conserver la résidence actuelle de la papauté. »
De S comprit parfaitement. « Ce serait, monseigneur, répondit-il, la solution de sagesse. »« Je retiens votre précieux avis, dit Philippe de Poitiers en se levant pour mettre fin à l'audience. Il raccompagna le cardinal. L'instant où deux hommes que tout en apparence séparent, l'âge, l'aspect, l'expérience, les fonctions, se reconnaissent de trempe égale et devinent qu'il peut naître entre eux une collaboration et une amitié, cet instant-là dépend plus des conjonctions mystérieuses du destin que des paroles échangées. Au moment où Philippe s'inclinait pour baiser l'anneau du cardinal, celui-ci murmura « Vous feriez, monseigneur, un parfait régent. » Philippe se releva. Savait-il donc que pendant tout ce temps je ne songeais qu'à cela, pensa-t-il, et il répondit « Ne feriez-vous pas vous-même, monseigneur, un pape excellent ?» Et ils ne purent s'empêcher de se sourire discrètement, le vieillard avec une sorte d'affection paternelle, le jeune homme avec une amicale déférence. « Je vous saurai gré, ajouta Philippe, de conserver secrète la grave nouvelle que vous m'avez apportée jusqu'à ce qu'elle ait été publiquement confirmée. Ainsi agirai-je, monseigneur, pour vous servir. » Resté seul, le comte de Poitiers ne prit que quelques secondes de réflexion. Il appela son chambellan. « Adam Héron, aucun chevaucheur n'est arrivé de Paris ?» demanda-t-il. « Non, monseigneur. » « Alors faites clore toutes les portes de Lyon. »